Bonsoir à tous, c'est le 20h de Gabon 24. En titre, la première station-service de la GOG sera située à la zone spéciale de Nkok, à 27 km de Libreville. Les travaux ont déjà été lancés. Et puis, source de tensions diplomatiques entre le Portugal et l'Angola, le procès pour corruption impliquant l'ancien vice-président angolais s'est ouvert lundi au tribunal de Lisbonne. Et enfin, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a exprimé son souhait ce mardi depuis le Danemark de pouvoir rentrer en Espagne sans risquer une arrestation. Bienvenue à tous. Lancement des travaux de la première station de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon. Le site choisi, la zone spéciale de Nkok, est un choix stratégique avec la diversification des services qui répond au développement de compagnies pétrolières qui ambitionnent s'étendre sur le territoire national. Une station futuriste, Gab Oil, la toute première station-service de la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, sort de terre. Ce mardi, l'administrateur directeur général était dans la zone économique spéciale de Nkok, à 27 km de Libreville, pour le lancement des travaux. Projet structurant répondant à la consolidation et la diversification de l'économie gabonaise avec la vente au détail des produits pétroliers et services innovants, une stratégie de développement de la compagnie pétrolière. Dans notre stratégie de développement, il était question pour l'entreprise de s'orienter plus vers les activités annexes à l'exploration-production, telles que la distribution, la vente au détail. Donc ici, nous sommes sur le chantier de la première de nos stations-service. Nous avons choisi le site d'Nkok parce que nous avons un accord avec la Special Economic Zone ici, sur une durée de 7 ans, où nous allons être le fournisseur exclusif de produits pétroliers à toutes les entreprises qui s'installent dans la zone. Devenir un acteur important du secteur dans la distribution des produits pétroliers au Gabon, avec un engagement, celui de rendre la fierté aux Gabonais et s'étendre sur tout le territoire national. C'est la première de 3 stations que nous allons construire cette année pour commencer aussi à redonner aussi cet élément de fierté nationale, à savoir que plus de 60 ans après la découverte du pétrole au Gabon, que la société d'État commence aussi à être présente sur le secteur de la distribution et que les Gabonais aient une enseigne vers laquelle ils peuvent aller librement, sachant que c'est l'économie du pays et des emplois que l'on crée ici. Une station de dernière génération, une surface commerciale, une pharmacie de garde, un restaurant. La livraison est prévue pour le mois de juin. Des stations du genre sont prévues dans Libreville et ses environs avant une extension dans tout le pays. Et de l'eau et de l'électricité aussi dans tout le pays. Le Fonds d'investissement stratégique a donc organisé un atelier de restitution à mi-parcours des projets d'aménagement hydroélectrique devant permettre d'alimenter en eau et en électricité plus de 5000 personnes dans plusieurs zones à l'intérieur du Gabon. La restitution à mi-parcours de l'état initial du milieu naturel des projets d'aménagement hydroélectrique de Ngoulmenji et d'Ibouangui, c'est l'objet de cet atelier de présentation des avancées de ce projet par le Fonds gabonais d'investissement stratégique et le groupe Eranov, acteur majeur en Afrique dans la production de l'électricité et l'eau potable. Il s'agit d'une part de l'aménagement hydroélectrique de Ngoulmenji, d'une puissance installée estimée à 73 MW, avec un productible annuel estimé à 500 gigawattheures, situé à 125 km de Libreville, sur le fleuve Komo, non loin du Congo, et d'autre part de la centrale hydroélectrique de Dibangi sur la rivière la Louetsi, d'une puissance installée estimée à 15 MW, avec un productible annuel estimé à 80 gigawattheures, localisé au sud-est du pays, à 152 km de Mouila, capitale de la province Langouni, à une vingtaine de kilomètres de Lebamba environ. Ces projets permettront de couvrir la demande en électricité de près de 500 000 habitants, ainsi que la desserte en énergie électrique des opérateurs économiques très demandants, en application d'une orientation du plan stratégique Gabon émergent qui prescrit d'accompagner la production et la distribution d'une énergie propre, disponible à tout temps et accessible à tous, tout en participant à la préservation de notre richesse naturelle et à la lutte contre les changements climatiques.
Suite à la parution d'un article dans les colonnes du journal français Le Canard enchaîné, article particulièrement à charge contre la présidente de la Cour constitutionnelle Marie-Madeleine Boranzo, le mouvement Honneur et Dignité, par la voix de son président Télésphore Obama-Ngomo, a tenu donc un point de presse pour dénoncer ce qu'il a qualifié de rendu de canard, une autre forme de manipulation pour détourner l'opinion de l'essentiel. Je vous propose d'écouter sa réaction. Il est au micro de Lariska Lormamangui et Lewis Midiengou. Après avoir géré avec maestria la transition présidentielle d'août 2009, suite à la disparition brusque d'Omar Bongo Ondimba, puis le contentieux électoral d'août 2016, qui, sous d'autres cieux, aurait sans doute suscité le chaos ou des médiations internationales à n'en plus finir, Marie-Madeleine Boranzo n'a cessé depuis lors de se voir hissée à un très haut niveau sur la scène internationale, brandissant à la face du monde et avec fierté les couleurs du drapeau national de notre cher pays. Tout d'abord, l'honneur lui est revenu de présider avec dévouement la conférence des juridictions constitutionnelles africaines. Ensuite, elle s'est vue gratifiée du titre de président d'honneur des juridictions constitutionnelles ayant pour usage la langue française. Enfin, elle eut le privilège inouï de présider le bureau de la conférence des juridictions constitutionnelles à Venise. Un honneur immense fait à notre pays par cette digne fille du Gabon. Des faits qui font envier notre pays par bien des gens à l'extérieur et rendent fiers tous les patriotes et amoureux du Gabon. Et puis revenons sur ce fait qui a marqué la journée d'hier, l'incendie à l'annexe de la Poste SA. Quelques heures après, le ministre d'État, Alain-Claude Bilibinze, s'est rendu sur les lieux afin de constater les dégâts. Lartingue Mambar. Accompagné du président directeur général de la Poste SA, le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique, Alain-Claude Bilibinze, s'est rendu sur le site de l'annexe de la Poste pour constater les dégâts de l'incendie survenu lundi aux environs de 19h. C'est donc un incendie qui s'est déclaré et qui a pratiquement tout détruit. Il ne reste plus rien du tout. Tout le service informatique a été détruit, les archives ont été détruites. Il reste maintenant à déterminer, avec l'aide des sapeurs-pompiers, si cet incendie est accidentel ou si c'est d'origine criminelle. Une question taraude les esprits des fonctionnaires domiciliés dans cette institution bancaire. Seront-ils payés le 25 ou non? Le ministre répond. On va essayer de tout mettre en place pour que le paiement des salaires se fasse dans de meilleures conditions. Nous avons demandé au PDG de la Poste de prendre des dispositions pour qu'il n'y ait pas de perturbation dans les prestations que nous avons à offrir aux salariés de la fonction publique et aux retraités. Pour le moment, les mobiles de cet incendie ne sont toujours pas connus. Les sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour déterminer l'origine du feu. Dans l'actualité sportive, le Gabon tenu en échec hier face aux Lions indomptables du Cameroun, 29 buts partout dans le cadre de la 5e édition de la dernière journée de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior. La réaction des deux entraîneurs en conférence de presse avec Clin Boubala. On va déjà se concentrer un petit peu sur nos futurs adversaires, les découvrir et puis continuer à travailler dans notre coin. Mais honnêtement, il n'y a aucun soulagement. Les deux équipes qui nous attendent en quart, qui auraient pu être l'Angola ou la Maroc, sont deux très très belles nations qui ont fait des résultats qu'on n'a pas encore fait. Donc on va respecter, on va y aller avec beaucoup d'humilité. Mais comme vous le voyez depuis le début, beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de combativité et on va jouer avec nos armes. La particularité de ce match, c'est que les deux staffs ont un style assez professionnel. Vous avez vu que le Gabon a joué sur ses principes, a été aussi patient possible, a joué ce qui a été prévu. Le Cameroun a fait la même chose. Donc pour le niveau de jeu, en Europe, vous verrez la même chose. Rien n'est fait au hasard, le Gabon n'a rien fait au hasard et nous sommes contents de ce genre de match. Et les Panthères vont effectivement en quart de finale avec le soutien du 8e homme qui a su pousser l'équipe gabonaise vers la qualification. Nos reporters ont rencontré le président des Panthères Notes, supporter numéro 1 des Panthères du Gabon.
Dans cette grosse opposition entre Gabonais et Camerounais, on a noté la forte implication du 8e homme venu donner de la voix pour soutenir son équipe. Allusion faite ici au panternaute numéro 1 de supporters gabonais qui, comme à chaque apparition au Palais des Sports de Libreville, donne de la voix. Porter son équipe nationale vers la victoire, un savoir-faire que Brice Inengue de Matswanga et son groupe affectionnent particulièrement. Saisissant la balle au bon, l'homme a tenu à saluer la qualification des Panthères. Le Cameroun n'avait gagné aucun match dans la compétition. Il aurait été injuste que le Cameroun vienne battre le pays organisateur. Nous, on savait que ça allait être difficile parce que le Cameroun, entre frontalier, c'est toujours assez compliqué. On savait que ça allait être difficile jusqu'au bout, mais on n'a pas démérité quand même. Malgré d'énormes ratés de notre équipe, on n'a pas démérité. Et chapeau pour les gars qui ne perdent pas contre le Cameroun. Pour les panternautes, l'aventure continue dans cette compétition avec l'équipe nationale. Le rendez-vous a été pris pour les quarts de finale ce mercredi face au Lion de l'Atlas du Maroc. Ouvrons maintenant ce journal au reste de l'Afrique. Affaire Khalifa Sall au Sénégal. Après 2 reports successifs, le procès du maire de Dakar, soupçonné de détournement de deniers publics, a débuté ce mardi 23 janvier. Gabriel Ratanga pour le récit. Votée la semaine passée en conseil municipal, la mairie de Dakar, défendue notamment par le maître El Hadji Diouf, pourrait tenter de constituer partie civile à l'ouverture de l'audience. De leur côté, les avocats de Khalifa Sall, qui estiment que la procédure n'a pas été menée dans les règles, ont obtenu la saisie de la Cour de justice de la CEDEAO. Elle doit se réunir le 30 janvier prochain. Il pourrait donc demander un report de l'audience. Ce procès aujourd'hui, dans le fond comme dans la forme, nous donne une idée qu'il est encore possible, malheureusement au Sénégal, pour un pouvoir politique, d'instrumentaliser la justice dans le seul but d'atteindre un adversaire politique. Depuis le début de la procédure jusqu'à maintenant, il y a un empressement, je vous dis, qu'on peut appeler intolérable, qui fait obstacle à la garantie des droits de la défense. Autant de divergences que le juge devra trancher. Le procès de Khalifa Sall doit s'ouvrir aujourd'hui. Pour éviter tout débordement et permettre la tenue des débats, le palais de justice sera une nouvelle fois placé sous haute sécurité. Et puis dans l'actualité, ça y est, 24 heures il y a que le nouveau président George Weah au Libéria a prêté serment. Il promet une administration transparente sur les problématiques clés auxquelles le pays fait face. Il a officiellement prêté serment ce lundi 22 janvier 2018. George Weah, légende du football africain, devient une icône pour la population de son continent. Dans le stade Samuel Kanyando, une enceinte de près de 35 000 places, bondée de monde. La présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf cède officiellement le pouvoir à George Weah. Celui-ci promet une administration transparente sur les problématiques clés auxquelles le Libéria fait face. Ensemble, nous devons à nos citoyens de la transparence sur des problématiques fondamentales telles que la propriété foncière, la liberté d'expression et la façon dont les ressources naturelles et les responsabilités doivent être partagées. La transition entre Ellen Johnson Sirleaf et George Weah est la première passation de pouvoir en 2 présidents élus dans ce pays depuis 1944. Votre Excellence, je vous remercie pour avoir posé les bases de la paix qui nous permet aujourd'hui d'aller de l'avant. Enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 90, George Weah a réalisé le rêve de sa seconde vie en prêtant serment ce lundi comme président du Libéria. À 51 ans, l'ex-attaquant vedette du PSG et du Milan AC succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef de l'État en Afrique. Dans son discours inaugural, George Weah a remercié cette dame pour avoir consolidé la paix dans le pays. Pour rappel, le nouveau président place son mandat sous le signe de la lutte contre la corruption. Source de tensions diplomatiques entre le Portugal et l'Angola, le procès pour corruption impliquant l'ancien vice-président Manuel Vicente, angolais, s'est ouvert lundi au tribunal de Lisbonne qui, face à son absence, a décidé de le poursuivre séparément. Gabriel Ratanga. Manuel Vicente, qui était à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sanangol à l'époque des faits présumés qu'il nie, est accusé par le ministère public portugais d'avoir corrompu le procureur Orlando Figueira en lui versant la somme de 763 500 €,
soit environ 489 275 000 francs CFA, pour que ce dernier classe 2 enquêtes ouvertes en 2011 dans lesquelles il était soupçonné de blanchiment d'argent. Confronté au refus des autorités angolaises de donner suite aux commissions rogatoires adressées depuis Lisbonne pour signifier à Vicente son inculpation, le tribunal ordonne la séparation de la procédure le concernant. Une décision qui pourrait ouvrir la voie au transfert du dossier vers l'Angola, comme le réclament Luanda et les avocats de Vicente, selon lesquels l'ancien dirigeant de 61 ans dispose d'une immunité pour avoir occupé le poste de vice-président entre 2012 et 2017. La justice portugaise a jusqu'ici refusé de transférer l'affaire, arguant que les autorités angolaises ne donneraient pas suite à la procédure, mais cette décision a fait l'objet d'un recours auprès de la Cour d'appel de Lisbonne. L'ouverture de ce procès contre l'ancien patron de la Sonangol a finalement confirmé la dégradation des relations entre les deux pays et le président angolais ne semble toujours pas prêt de revenir sur ses propos avancés en septembre dernier pour que les relations entre l'Angola et le Portugal reviennent au niveau d'un passé récent. Nous voulons un geste, remettre la procédure à l'Angola. Et puis, triste nouvelle, la légende sud-africaine du jazz, le trompettiste Hugh Masekela est décédé aujourd'hui à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer qui a suscité donc une pluie d'hommages pour saluer sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid. C'est avec une immense tristesse que la famille de Ramapolo Hugh Masekela annonce son décès. Après une courageuse bataille contre un cancer de la prostate, il est décédé à Johannesburg entouré de ses proches. Adolescent, le musicien avait reçu sa première trompette d'un prêtre engagé dans la lutte contre l'apartheid. « Je l'ai prise et je me suis senti comme un poisson dans l'eau », racontait-il. Hugh Masekela avait fui le régime de l'apartheid dans les années 1960 et n'était rentré dans son pays qu'après la libération en 1990 de Nelson Mandela, fer de lance de la lutte contre le racisme. Parmi ses plus grands titres figurent « Bring Him Back Home », le ramener à la maison, où il demandait la libération de Nelson Mandela, et « Grazing in the Grass ». La nation sud-africaine pleure un de ses talents à la signature la plus caractéristique. C'est une perte incommensurable pour le monde de la musique et le pays tout entier. Voilà, ces quelques notes nous feront rester en Afrique du Sud, où le Congrès national africain, le parti au pouvoir, a confirmé hier avoir discuté lors d'une réunion de sa direction du départ anticipé du président Jacob Zuma, sans lui fixer cependant de date butoir. Précision Gabriel Ratanga. Il n'y a pas de date butoir. On ne fonctionne pas comme ça. Nous nous engageons, nous discutons, donc donner du temps à l'ANC pour discuter de nos problèmes. C'est dans un climat de tension que l'ANC s'est réunie pour discuter du départ de Jacob Zuma, ce parti décidé à regagner la légitimité morale et entrer dans une nouvelle période de renouvellement, a assuré l'un de ses partisans. La question de Zuma étant le président sud-africain est donc entre nos mains. Il n'y a pas de rumeurs ni de décisions prises pour renvoyer Jacob Zuma, comme certains le disent sur les réseaux sociaux. Qu'on lui aurait donné la date limite de demain. Il n'y a rien de tel. La résolution est que nous assistons le président Zuma et le président de l'ANC, Ramaphosa, dans cette affaire. Au pouvoir depuis la fin officielle du régime d'apartheid en 1994, l'ANC a vu sa popularité chuter depuis plusieurs années, minée par des accusations de corruption qui pèsent sur Zuma et des difficultés persistantes de son économie. Fin décembre, Jacob Zuma a été remplacé à la tête de son parti par l'actuel vice-président du pays, Cyril Ramaphosa, qui avait fait de la lutte contre la corruption son leitmotiv de campagne.
Selon les analystes, ce dernier veut à tout prix se débarrasser du président au plus vite pour permettre à l'ANC de reconquérir ses électeurs avant les législatives de 2019. Cyril Ramaphosa joue gros. En cas de victoire de l'ANC en 2019, il deviendra chef de l'État. On quitte l'Afrique. Puigdemont souhaite rentrer en Espagne pour son investiture. Madrid promet de le faire arrêter si jamais il tentait de revenir incognito. Carles Puigdemont souhaite rentrer en Espagne sans risquer une arrestation afin de participer au débat sur sa candidature à la présidence catalane. C'est ce qui ressort de sa déclaration de ce mardi, alors que Madrid promet de le faire arrêter s'il tente de revenir incognito, et ce dernier évoque quelques inquiétudes. C'est pourquoi mon intention dans les prochains jours, c'est de contribuer à la restauration démocratique qui permettra de respecter le résultat des urnes. Le meilleur signal en ce sens serait que je puisse rentrer sans aucun risque pour faire face au débat parlementaire que veulent nos concitoyens. Mardi, le parti politique de Carles Puigdemont a d'ailleurs retiré une demande qui visait à déléguer son vote à un autre parlementaire catalan, car s'il rentrait en Espagne, le leader indépendantiste sera immédiatement arrêté dans le cadre d'une enquête pour rébellion, sédition et malversation de fonds. Allons maintenant en France. Le gouvernement est prêt à examiner des mesures indemnitaires spécifiques et ciblées en faveur du personnel pénitentiaire. La déclaration a été faite ce mardi par le Premier ministre, et ce au 9e jour du plus grand mouvement de blocage des prisons depuis 25 ans. Armstrong Agaya pour les précisions. Après avoir entamé une grève le lundi dernier en vue de bloquer les prisons suite à l'agression de leurs collègues par un détenu djihadiste dans le Pas-de-Calais, causant la démission du directeur, le gouvernement français vient de prendre des mesures par la voix de son Premier ministre, Édouard Philippe. Il est question pour ce dernier d'apporter une solution pérenne aux problèmes existentiels des personnels pénitentiaires. Nous sommes prêts à examiner, dans le cadre d'une enveloppe raisonnable, des mesures indemnitaires spécifiques et ciblées en faveur de ces personnels. Je dis bien spécifique et ciblé, la discussion aura lieu. C'est une manière d'améliorer l'attractivité des métiers pénitentiaires. C'est une manière de compenser un certain nombre de charges qui sont spécifiques aux surveillants pénitentiaires. Là encore, la discussion est ouverte et nous aurons des propositions à formuler aux organisations syndicales. Le gouvernement se dit donc prêt à examiner des mesures indemnitaires spécifiques pour le personnel. Il s'agit de réclamer plus de sécurité après plusieurs agressions. À Nanterre, une dizaine d'agents tenaient un piquet de grève avec des palettes enflammées, selon des sources syndicales. La 48e édition du Forum économique mondial de Davos se tient depuis hier. Elle a été ouverte par son président fondateur, Marina Boissard, pour le récit. Placée sous le thème « Créer un avenir commun dans un monde fracturé », la 48e édition du Forum économique mondial de Davos a ouvert ses portes ce lundi 22 janvier 2018 à Genève, en Suisse. Lancé en 1971 par Klaus Schwab, professeur d'économie en Suisse, ce forum a pour objectif de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement. Ici, c'est des milliers de dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes qui se réunissent. Good evening. Bonsoir et soyez les bienvenus à la 48e rencontre du Forum économique mondial. Vous faites partie d'une communauté. Cette rencontre annuelle de Davos n'est pas une conférence comme les autres, c'est le rassemblement de ceux qui exercent toutes sortes de responsabilités. La liberté économique ne doit pas supplanter la réalité des libertés des hommes et des femmes ou les priver de leurs droits. Et le marché ne doit pas être un absolu. Il doit honorer les exigences de la justice. C'est donc à partir de ce mardi que se rassemble à Davos l'élite mondiale, grande gagnante d'une reprise économique. Le Premier ministre indien Narendra Modi sera accompagné de 2 maîtres de yoga, puis son homologue canadien Justin Trudeau, qui lanceront ce mardi le rendez-vous assorti d'un slogan plein de bonnes intentions, construire un avenir commun dans un monde fracturé. Leur succéderont entre autres le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, mais tout Davos attendra Donald Trump.
Voilà, ce journal va se refermer, mais avant, le rappel des principaux titres qui l'ont constitué. On l'a vu, la première station-service de la GOG sera située à la zone spéciale économique de Nkok. C'est à 27 km de Libreville. Les travaux ont déjà été lancés. Source de tensions diplomatiques entre le Portugal et l'Angola, le procès pour corruption impliquant l'ancien vice-président angolais s'est ouvert lundi au tribunal de Lisbonne. Et puis on l'a vu, l'indépendantiste catalan Carles Puigdemont a exprimé son souhait ce mardi depuis le Danemark de pouvoir rentrer en Espagne sans risquer une arrestation. Voilà donc, ce journal se referme, c'était votre 20h, préparé par la rédaction de Gabon 24. Pour l'information, je vous retrouve demain dès 18h, mais restez avec nous dans quelques instants. Avec moi sur ce plateau, nous allons parler des réseaux sociaux. Davantage, on s'y intéressera.